Ça, le clown, ça me fait une raison de plus de détester les clowns. À la base, je n'aime pas les clowns, c'est tout, je n'ai pas peur d'eux, c'est juste que je n'aime pas du tout ce genre d'individus. Je ne les trouve pas drôles même avec leur bouffonnerie, je ne les ai jamais aimés quand j'étais enfant, et je pense que c'est à cause du téléfilm de 1990. L'histoire de ça a été écrite par Stephen King. Je n'ai pas besoin de vous présenter le bonhomme, hein, tout le monde le connaît aujourd'hui. Et en 1990, ils se sont dit qu'ils allaient faire une première adaptation de ça qui était franchement sympathique. Mais ça, j'en reparlerai plus tard dans une autre vidéo quand j'aurai ce qu'il faut. Parce que là, je peux pas pour l'instant. Et c'est en 2017, 27 ans après, coïncidence, ça m'étonnerait, qu'arrive le reboot de ça. Oui, finalement, c'est plus un reboot parce que c'est une nouvelle vision, c'est pas un remake, ça refait pas exactement la même chose. Donc pour moi, c'est plus un reboot, ça relance le truc d'une nouvelle manière. Donc en 2017 arrive le film Ça. Non, non, je rigole pas, vérifiez par vous-même, il s'appelle juste Ça. Pas de chapitre 1, pas de Il est revenu, non, non, Ça, c'est tout. Donc en soi, moi je m'attendais à un film unique qui traite, comme le premier, la partie adulte et la partie enfant. Au final, ce Ça se révélait comme un premier chapitre, quand on voit le générique de fin. Et alors, on s'était tous attendus à un deuxième film. Sachant que le premier avait beaucoup plu. Moi, pour ma part, j'ai passé un très bon moment devant le premier, ça m'a fait espérer à nouveau pour les films d'horreur. L'acteur qui joue ça était excellent, ça ou Gripsou, parce que il a deux noms officiellement, mais il était excellent. Les enfants se débrouillaient bien, l'histoire avançait bien, et la mise en scène était géniale, et les scènes d'horreur étaient plutôt bien faites dans la majorité. Franchement, j'étais très satisfait de ça. Bon après, n'allez pas voir ma critique sur Sens Critique de ça, parce qu'elle date de l'époque où je ne savais pas organiser mes notes. Donc attendez-vous à une critique un petit peu bordélique. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour parler de ce deuxième chapitre. Un film que j'attendais beaucoup, parce que comme je l'ai dit, j'ai beaucoup aimé le premier. Mais que vaut-il réellement? Ça est de retour en ville. Et pour pouvoir l'arrêter, l'ancienne bande des ratés va devoir à nouveau se réunir afin de respecter la promesse qu'ils se sont faite il y a 27 ans. En gros, c'est l'histoire de ce Ça chapitre 2. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette suite? Eh ben sincèrement, j'ai bien aimé la suite. J'en vois beaucoup sur internet qui disent qu'ils sont déçus de ce film, et sincèrement, je ne comprends pas pourquoi. Je veux bien qu'on dise qu'il soit en dessous du premier, mais pas dire que c'est un mauvais film, franchement. Bon après, c'est que mon avis, et on va en parler. Mais moi, je trouve vraiment que ce film vaut la peine qu'on y aille. Donc on va commencer avec la partie négative. J'aime beaucoup de choses dans ce film, mais il y a quand même des choses que je n'ai pas trop appréciées. Par exemple, le choix d'une chanson sur une scène spéciale. Alors, je vais être clair tout de suite, les musiques dans la majorité sont bonnes. D'ailleurs, je le redis, j'aime beaucoup celle du trailer, du deuxième trailer qui était vraiment pour moi excellente. Elle nous mettait dans l'ambiance, à raconter le truc. Mais là, quand j'ai vu le long métrage, il y a une musique qui m'a un peu fait ressentir en mode mais pourquoi ce choix? Je ne comprends pas. C'est la chanson Angel of the Morning, voire Deadpool pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Le moment où elle est utilisée, c'est quand un des ratés se fait vomir dessus. Je ne suis pas allergique à cette idée, mais moi ce que je trouve vraiment triste, c'est que tu sens que c'est un humour qui a été un peu forcé. Après, Andy Muschietti avait déjà montré qu'il voulait un peu se lâcher du genre horreur en faisant la scène de baston de cailloux dans le premier opus. Oui, parce que quand vous regardez la scène baston de cailloux, vous voyez que le mec il s'est lâché, hein. Musique métal, les cailloux lancés, le film tourné comme une scène d'action. Mais là, je pense qu'il a voulu faire la même chose, mais il l'a fait moins. En fait, il a fait un truc tout aussi pas intéressant à mes yeux, à savoir encore une fois la blague du vomi. Mais de l'autre côté, c'est déjà mieux que dans ça 1. Pour moi, je préfère un truc comme ça qui ne dure que 3 secondes, même si ça me sort du film pendant 3 secondes, plutôt qu'une scène qui dure 2 minutes et qui est un peu hors sujet. Enfin, hors sujet, non, plutôt hors contexte. Bah, à part ça, c'est une des seules musiques que je reproche. Le reste des musiques sont très bien, mais ça, on en reparlera plus tard. Donc voilà, un petit égarement de la part du réalisateur, ça arrive, surtout quand on est stressé ou quoi que ce soit. Vous remarquerez aussi qu'on a des scènes qui se passent dans le passé ou qu'on revoit nos ratés version enfant, mais que les VF ne sont plus les mêmes. À part pour Richie et pour Beverly. Pourquoi ce ne sont pas les mêmes VF? Je ne suis pas allergique au fait que ce ne soit pas les mêmes VF au point de dire oh là là c'est pourri. C'est juste que ça crée une incohérence. Et moi quand il y a des incohérences comme ça m'énerve un petit peu. Et puis c'est surtout que je ne comprends pas pourquoi tous les ratés ont changé de VF quand ils sont enfants, alors que justement Beverly a toujours la sienne et Richie aussi. Mais en soi ce n'est pas grave. Mais bon, ça se sentira si vous allez voir le film en VF.
Ensuite, je pourrais me plaindre aussi de l'humour. Bon, j'ai déjà parlé de la blague du vomi, mais on sent aussi que il y a certains moments, il y a deux, trois petites blagues qui passent pas très bien, ou du moins qui ne te donnent pas envie de rire. Comprenez-moi bien, on serait dans une comédie, peut-être que j'aurais rigolé à ce genre de blague. Mais là, on est dans un film d'horreur. Et je trouve que faire de l'humour dans un film d'horreur, du moins comme ça, même avec un comic relief, ce n'est pas vraiment une bonne idée parce que ça nous sort du contexte. Au pire, si ça sert par rapport au personnage, ce qui est le cas ici pour Richie, mais on en reparlera plus tard. À part ça, je ne trouve pas les blagues drôles en fait. Je n'ai pas eu envie de rire. On a aussi quelques incohérences parce qu'on verra que certaines scènes du premier film ont été refaites dans cette suite. Et en fait, les scènes, elles ne sont pas complètement pareilles. Il y a eu des changements et ça se voit. Bon, pas dans le genre de détail. Ouh là là, la feuille ne tombe pas en arrière-plan. Ça ne veut rien dire. Non, pas ce genre de détail. Plutôt un détail du genre Richie, normalement, il pousse Billy avant de partir. Mais là, quand tu revois la scène, il ne le fait pas. Moi, c'est ce genre de détail que personnellement je repère. Et bah, ça se voit que ça crée des incohérences parce qu'elles ne sont pas complètement pareilles. Enfin, la dernière chose dont je me plaindrais, c'est un faux raccord qui avait déjà été fait dans le premier opus avec un certain personnage. Là, ils l'ont refait, mais avec un autre personnage. Le premier film, je me suis rendu compte qu'en le regardant à nouveau, Beverly n'arrêtait pas sur un plan à l'autre d'avoir les yeux ouverts ou fermés, ça dépendait. Et bah là, c'est un peu pareil. Je ne dirais pas quel personnage parce que la scène est importante en elle-même et ça serait du gros spoil, mais on voit qu'une scène il a les yeux ouverts, une scène il a les yeux fermés et ça fait vraiment très bizarre. Après, c'est un petit faux raccord, mais rien de dramatique. Voilà, je pense que je n'ai pas grand chose à ajouter dans la partie négative. Par contre, avant de parler de la partie positive, je vais me permettre de défendre le film sur deux petits défauts qui ont été cités par les gens. La première étant, et je pense que beaucoup vont la dire, que le film était beaucoup trop long pour un film d'horreur. Je vais être honnête avec vous. Personnellement, il m'arrive de me plaindre qu'un film soit trop long. Mais je me plains d'un film trop long quand les scènes en elles-mêmes, quand une des scènes ne sert à rien, quand on sent que c'est une longueur qui ne fait rien ici à part rallonger l'histoire. Mais ce n'est pas ce que j'ai ressenti ici. Bon, je vais pas dire que toutes les scènes sont impactantes, mais toutes les scènes racontent quelque chose d'intéressant. Et je ne vois pas pourquoi je me plaindrais d'un film qui dure 2h50, alors que toutes les scènes racontent des choses intéressantes. Et puis aussi, je rappelle qu'il n'y a pas que ceux qui ont vu le premier film qui vont aller voir celui-ci. Il y a aussi ceux qui découvrent ce film-là sans avoir vu le premier. Donc c'est normal qu'ils voient de nouvelles scènes qui, dans la chronologie, se passent dans le premier, qui, dans la chronologie, se passent dans le premier film, mais arrivent là dans ce deuxième film. Il faut bien qu'ils voient à quel point le clown peut être dangereux. Enfin voilà, c'est juste pour donner une idée. Après, je peux comprendre cette critique-là, parce qu'on a toujours été habitué à un film d'horreur de moins de 2 heures au cinéma. Sincèrement, moi, de tous les films d'horreur que j'ai vus, en général, c'était moins de 2 heures, excepté la première adaptation de ça qui, au final, fait 3 heures. Au total, hein, c'est un téléfilm en plusieurs parties, mais ça fait 3 heures. Et le premier opus de 2017 qui fait 2h10. Ce film-là fait 2h49, 2h50. Ok, je comprends ce défaut. Sauf que moi, je vais vous dire juste un petit truc. Si vous vous plaignez juste de la longueur d'un film alors que les scènes en elles-mêmes sont utiles, je pense que vous ne devriez pas aller voir ce genre de film. Parce que des films longs, ok, je peux comprendre que certains n'aiment pas la longueur. Mais encore une fois, pour moi, la longueur vraiment débile ou très gênante, c'est quand il y a des scènes qui ne servent à rien. Par exemple, le Seigneur des Anneaux, version simple, hein, ils font quand même 2h50 pour la communauté de l'anneau, 2h59 pour les deux tours, et 3h12 pour le retour du roi. Et encore une fois, ce sont les versions cinéma, donc les versions d'origine. C'est un peu pareil en fait. Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en général, les films les plus longs sont les films qui ont été faits par les plus passionnés des réalisateurs. Je ne dis pas qu'en format 1h30, 2 heures, il n'y en a pas des très bons, au contraire, il y en a. Mais il y a quand même des versions longues qui prouvent qu'il y a des films excellents. Et là, cette version de ça, personnellement, je ne la qualifierais pas d'excellente, hein, faut pas déconner non plus, mais je suis désolé, toutes les scènes de ce long métrage racontent quelque chose d'impactant et d'intéressant, que ça soit lié aux personnages, à leur amitié, ou même à leur peur. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire aussi que c'est une répétition du premier film où ils doivent à nouveau affronter leur peur. Oui, mais c'est un petit peu normal, ils ont oublié. Enfin, ils ont oublié, quand ils sont partis, ils avaient pour but d'oublier cette ville, tout ce qu'ils ont vécu. Donc c'est un peu normal qu'ils doivent à nouveau réaffronter leur peur. Et puis surtout, vous croyez vraiment que ça, il va se laisser faire comme ça?
Ah non, franchement, il est pas comme ça, le clown, hein. Et j'ai vu aussi un critique youtubeur, dont je ne dirai pas le nom, mais qui se plaignait qu'il y ait trop de jumpscares dans ce film. Alors c'est vrai que moi personnellement, un film d'horreur, quand il y a trop de jumpscares et que ça ne joue que là-dessus, je n'aime pas. Par exemple, La Nonne, ça a joué là-dessus, j'ai détesté le film, je n'ai pas aimé du tout. La Malédiction de la Dame Blanche a fait pareil, mais elle, c'était vraiment mal fait, ça se voyait venir. Mais dans le cas de ce Ça chapitre 2, je confirme qu'il y a beaucoup de jumpscares, mais ce ne sont pas des jumpscares comme les deux films que j'ai cités précédemment. Ce que j'aime bien dans ça, en fait, c'est que ça joue à la fois sur les jumpscares, mais aussi sur l'ambiance. Parfois, il se passe des choses à laquelle tu ne t'attends pas, vraiment, je le pense, mais aussi d'autres fois, mais tu sens que la scène dure exprès et tu as l'impression de te dire, mais quand est-ce que Gripsou va frapper? Quand est-ce qu'il va se passer ci ou ça? Et il n'y a pas tentative de peur, il me semble, en mode hey, il y a un pote qui fait peur. Bon, si, il y en a un qui a fait le coup, mais encore une fois, quand tu sais comment il est à la base ce personnage, c'est pas vraiment étonnant qu'il ait fait le coup. Il est vrai qu'il y a beaucoup de jumpscares, mais là ils sont mieux faits, donc ça passe mieux. On va pouvoir passer au positif officiel. Donc, la première chose réussie, ce n'est même pas un scandale, hein, c'est véridique, les personnages. Bon, c'est vrai qu'ils étaient mieux développés quand ils étaient enfants à mes yeux. Bon, on va parler du chef de bande d'abord, Billy. Alors Billy, joué par James McAvoy, oh j'adore cet acteur, vous pouvez pas savoir. Ici, il est devenu scénariste et auteur, mais il a beaucoup de mal à vivre sa vie et à accepter ses conditions de travail. Quand on lui dit par exemple que la fin de son livre est pourrie, alors que lui il se dit oh mais non, c'est une bonne fin. En bref, c'est quelqu'un qui a du mal à se faire à l'idée de nouveautés. Et ça, déjà, ça rend le personnage intéressant parce que c'est lié à son passé, à Derry. Je rappelle, dans le premier film, il avait beaucoup de mal à accepter que son frère soit mort. Et j'ai trouvé justement ce développement hyper intéressant parce que là, c'est en raccord avec ce qu'il a vécu avec son frère dans le premier film. Sincèrement, je le pense. Bon, c'est toujours un chef de bande génial, hein, il prend ses responsabilités, il fait ce qu'il peut. Mais ce que j'aime bien aussi, c'est que il ne s'impose pas en tant que chef. Il est le chef, d'accord, mais il ne s'impose pas en tant que chef. Il dit juste on devrait faire ci, on devrait faire ça, et il les motive. Mais à aucun moment, il ne leur donne des ordres. C'est ça que j'aime bien chez ce chef-là. Bon, après, c'est joué par James McAvoy, alors il est très peu probable que je déteste ce personnage. Non, mais même sans ça, ça reste mon personnage préféré de la bande. Ensuite, on a Beverly, Jessica Chastain, qui cette fois a perdu ses souvenirs de ce qui s'est passé à Derry, malgré qu'elle fasse des cauchemars toutes les nuits, mais elle est quand même déterminée à les retrouver, ainsi que ses anciens amis, afin d'en finir avec cette histoire. C'est une femme assez attachante, surtout quand on voit les difficultés qu'elle a aujourd'hui. Elle a vécu pas mal d'atrocités quand elle était jeune, hein. Je rappelle que, je ne sais pas si c'est le cas dans l'histoire originale, mais on avait quand même des petites suppositions comme quoi le père de Beverly, s'il l'appelait ma petite chérie, à mon avis, c'était pas seulement en tant que fille, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, là, vu ce qu'elle vivait avec son mari qui a l'air d'être un aussi gros connard que son père, bah je peux comprendre qu'elle ait décidé de revenir aussi. Elle avait rien à perdre. Valait mieux tenter ça pour qu'elle retrouve des amis qui au moins elle a connus et apprécie, plutôt que rien. C'est vrai que j'aurais été elle, j'aurais fait la même chose, moi j'aurais préféré ça. Et là, on va parler d'un personnage que je détestais dans le premier opus, Richie. Alors Richie, c'est le petit comique de la bande, mais ici c'est devenu un humoriste qui reste fidèle à lui-même, mais bizarrement, je le trouve beaucoup plus attachant dans ce film. Bon, je ne vais pas parler de son développement lui-même, hein, je garde certaines choses pour la partie spoil, mais en vrai, il est beaucoup plus attachant. Déjà, il te fait moins de blagues, ça c'est bien, parce que vraiment, je le redis, mais dans le premier film, il est insupportable. Mais là, vraiment, les blagues, il ne t'en fait pas beaucoup. Il est plus concentré sur la quête avec ses amis, sur le développement, et même sur ses peurs en elles-mêmes qui sont ultra intéressantes. Oui, parce qu'il n'y a pas que la peur des clowns qu'il a finalement, hein. Vous verrez dans le film en le regardant, je ne vous spoil pas, je vous en parlerai plus tard. Mais en tout cas, là, je suis content de voir qu'ils ont réussi à faire en sorte qu'il passe d'un personnage que je déteste à un personnage que je trouve très attachant. Et d'ailleurs, je vais le dire aussi, c'est le plus émotif de la bande. Ah non, je rigole pas, le mec c'est le plus émotif. Enfin voilà, franchement pour Richie, je suis content du traitement parce que je le détestais et il est devenu appréciable. Ben, l'ancien petit gros, je l'appelle comme ça, mais en vrai je me moque pas du fait qu'il soit gros, hein, je suis mal placé pour le dire. Il est devenu un chef d'entreprise respectable qui fait de son mieux pour réussir son travail, mais il n'a jamais oublié ce qu'il ressentait pour Beverly à Derry. On peut dire que c'est le seul souvenir qu'il a d'Derry, le seul bon souvenir.
À la base, ils sont tous partis pour oublier leurs mauvais souvenirs, mais il y a quand même eu du bon pour chacun d'entre eux. Et justement pour Ben, c'était Beverly. Et c'est assez mignon. J'avais peur d'un triangle amoureux dans le premier opus, et j'avais peur qu'il soit maintenu dans ce deuxième opus, et au final, ils ont réglé ce triangle amoureux sans être saoulant. Moi, d'habitude, je n'aime pas les triangles amoureux, hein. Merci toilette, mais vraiment, là, je trouve que c'est bien traité. Bon, je ne vais pas vous dire ce qui se passe là-dessus, mais sincèrement, je suis heureux pour Ben. Ben, c'est pas quelqu'un de méchant, hein. Déjà, dans le premier film, quand il voyait que Beverly avait sympathisé avec Billy, il était jaloux, mais il n'était pas jaloux au point de vouloir lui taper dessus, l'abandonner face au clown. Non, il était juste jaloux, c'est tout. Et là, bah, c'est un peu pareil. Il se fait quelques idées, mais jamais il n'abandonne Billy quand il a un problème. Jamais il n'abandonne Beverly quand elle a des ennuis. Et jamais il n'abandonne ses amis, il les accompagne et tout. Sur ce point, Ben, il est très courageux. On a Mike aussi, qui est le seul à être resté à Derry, et c'est pour ça qu'il est le seul à se souvenir de tout ce qui s'est passé. En même temps, Mike vivait avec son grand-père, et j'ai envie de vous dire, où est-ce qu'il serait allé, qu'est-ce qu'il aurait fait? En restant à Derry, il garde ses peurs. Et la question à se poser dans ce genre de situation, c'est est-ce qu'il aurait pu vivre ailleurs avec cette peur? Et je pense que Mike a compris que lui, comparé aux autres, il n'arriverait jamais à oublier cette peur, et il a préféré rester pour trouver un moyen de combattre ça et le détruire. C'est le cerveau de la bande ici, et sincèrement je l'aime bien. Tout dépend un peu de lui si vous voulez, les méthodes, les techniques, tout, même l'amitié entre entre les membres de la bande des ratés, ça dépend un peu de lui et de Billy, parce que c'est le chef. Mais en soi, je trouve que c'est un personnage intéressant aussi, sur son développement psychologique. Et c'est pareil pour Eddie. Eddie, vous vous souvenez, dans le premier film, c'était le petit chouchou de sa maman, il était obligé de l'aimer, la mère qui était hyper protectrice. Oh, c'était une horreur. Les adultes étaient détestables dans le premier film, hein. Mais la mère était hyper protectrice, elle passait son temps à lui donner des médicaments qui servent à rien, à lui faire avoir peur des microbes, des placebos à prendre tout le temps. Voilà, que des trucs comme ça. Et je comprends vraiment pourquoi Eddie a voulu partir. Mais lui, on sent qu'il est aussi resté un peu bloqué dans le passé comme tout le monde. Mais lui, c'est surtout par rapport au fait qu'il sort avec une femme, pardon de le dire comme ça, mais c'est la seule chose que je peux dire pour l'identifier, grosse, qui rappelle énormément sa mère d'ailleurs, maintenant que j'y pense. J'ai dit énormément, j'ai pas dit que c'était sa mère. Mais je pense que ça a joué sur le fait qu'il soit avec elle. Mais en soi, c'est le personnage qui fait le plus de peine, c'est aussi celui qui évolue le plus. En fait, si vous voulez, pour moi, Eddie, c'était un des plus peureux de la bande dans le premier film. On comprend qu'il ait peur de ça, qu'il ait pas envie de retenter l'expérience après tout ça, et sa peur des microbes avec les médicaments, ça se comprenait. Mais là, il raffronte ses peurs, tu retrouves le trouillard, mais je vous jure que plus on avance dans le film, au bout d'un moment, et plus il devient courageux. Ah, Eddie, franchement, c'est pareil, c'est un personnage qui est plus intéressant ici. Et enfin, Stanley, le dernier de la bande. Alors, je préfère vous prévenir tout de suite, c'est le moins présent, mais je ne vais pas vous dire pourquoi. Je vous invite vraiment à regarder le film pour le savoir. Bon, il était connu vraiment, c'est celui qui a le plus morflé, c'est celui qui se battait le moins dans le premier film. Je ne vais pas dire que je ne suis pas déçu de voir qu'il est peu présent dans le film, mais je comprends ses décisions. Sincèrement, je suis désolé, mais je me mets à sa place. Et quand on me dit, il faut que tu reviennes à Derry, parce qu'on s'est fait une promesse, on doit vaincre la créature qui t'a traumatisé, qui t'a attaqué et tout. Je dis pas que j'aurais fait la même chose que lui, mais je pense qu'on peut vraiment comprendre quand on se met à sa place. Parce que là, c'est pas de la rigolade ce qu'il a vécu, hein, franchement. Donc Stanley, c'est vrai que c'est celui qu'on voit le moins, mais c'est quand même un personnage qui a du développement intéressant. Donc en clair, là, ce qui est bien, c'est que chaque personnage du club des ratés, de la bande des ratés, arrive à se démarquer d'une certaine façon et à intéresser le spectateur. Que ça soit par rapport à l'identification, parce que si on a été raté un jour, on va peut-être se reconnaître en l'un d'entre eux, mais même par rapport à ça, ils ont tous une bonne raison d'être revenus, hormis leurs promesses. Beverly, c'est parce qu'il faut qu'elle affronte son passé par rapport à ce qu'elle a vécu avec son père. Billy, c'est par rapport à son frère, même s'il l'a déjà passé, il doit à nouveau le réaffronter, et surtout il aimerait vraiment éviter que ça refasse de nouvelles victimes. Enfin voilà quoi, des choses comme ça, je trouve ça génial. Et on va parler du fameux Gripsou, joué par Bill Skarsgård. Y a pas grand chose à dire sur ce personnage, mais qu'est-ce qu'il est énorme cet acteur. Ah sincèrement, que ça soit dans la gestuelle, dans l'expression des visages, dans les mouvements, il est formidable en ça. Franchement, je le trouve vraiment
plus investi que celui de la version 90. Attention, la version 90 était très bien, elle a su instaurer quelque chose d'intéressant. Mais lui, il est vraiment au top, tu sens qu'il est investi au maximum, c'est le meilleur acteur du film. Et même sans ça, tout ce que je peux dire de Gripsou, c'est que c'est un clown qui a besoin de manger. Il a besoin de manger des êtres vivants pour vivre, c'est normal. Et bah, il prend ce qu'il voit en fait. Bon après bien sûr c'est le méchant, c'est la créature à vaincre comme dans tous les films d'horreur, pratiquement. Mais ça fonctionne. Et sincèrement, j'aime bien cette idée. Non, vraiment, ce clown, si vous avez peur des clowns à la base, vous voyez celui-là, fuyez. Et je ne rigole même pas, fuyez, parce que lui, c'est le pire clown de toute l'humanité. Et oui, je sais qu'à la base, ce n'est pas qu'un clown. D'ailleurs, là, il est plus clown qu'autre créature. Mais en soi, c'est pas très dérangeant, parce qu'il change quand même en certaines choses bizarres. On a aussi de l'inattendu. Moi, j'avoue qu'il y a des choses qui sont arrivées dans ce long métrage. Je ne m'y attendais pas du tout. Je sais que les versions 90, de ce que je me suis informé, il s'est passé 2-3 petites choses. Mais là, vraiment, il y a des moments dans ce film, je m'y attendais pas. Il y a certaines choses par rapport à Richie, je ne m'attendais pas à ça. Mais ça, je vous en parlerai dans la partie spoil. Et même, je pense que le dernier acte, il va vous marquer pour une certaine raison. Et encore une fois, je ne m'y attendais absolument pas que ça se passe comme ça. Sinon, ce qu'on peut dire de bien, et je le pense sincèrement, le casting. Alors hormis Jessica Chastain et James McAvoy qui sont tous deux de très bons acteurs et qui ont déjà fait leurs preuves, surtout James McAvoy, le casting adulte, il est bien choisi. On l'avait déjà vu dans la bande-annonce, mais je trouve que les acteurs qu'ils ont choisis pour jouer les ratés en mode adulte, ils correspondent bien. C'est surtout le cas à mes yeux pour Richie et pour Eddie. Je trouve que les deux acteurs qui les interprètent en adulte ressemblent beaucoup aux versions enfants mais qui auraient grandi. C'est vraiment génial. La mise en scène est toujours aussi excellente. Je ne peux pas me plaindre de la mise en scène, c'est élaboré, ça raconte quelque chose, c'est mouvementé, Tu sens qu'Andy Muschietti, c'est quand même un bon metteur en scène. Il y arrive très bien. Avec les mouvements de caméra, la manière de faire les scènes d'horreur. Franchement, il est très bon dans la mise en scène, je le trouve vraiment excellent. Je pense même d'ailleurs que la mise en scène, et ça tombe bien parce que pour moi dans les films d'horreur c'est important, c'est le point le plus réussi du long métrage. Les décors en eux-mêmes sont aussi très bien faits. Bon ça ce n'est pas étonnant parce que les décors dans un film aujourd'hui c'est banal, hein, c'est forcément travaillé. Mais j'avoue que je suis satisfait de ces décors. C'est beau visuellement, que ce soit les anciens ou les nouveaux lieux. Et j'avoue que le lieu... Enfin, on a vu la fameuse caverne là dans la bande-annonce. J'avoue que je pense que ce sont les plus beaux décors du film à mes yeux. Mais après, avec cette suite, on découvre des nouveaux lieux très intéressants aussi. Et très bien faits. Franchement, je le redirai jamais, mais les décors dans ce film, ils sont travaillés et ça fait plaisir à voir. On a quelques références au premier film, hormis les scènes refaites. On sent qu'il y a des références, mais ce ne sont pas des références qui te mettent comme ça à la figure et qui disent si tu n'as pas vu mon premier film, tant pis pour toi. Non, justement, ces références, ça aide aussi ceux qui n'ont pas vu le premier film à mieux comprendre cette suite. Donc en clair, question référence, c'est bien fait. Je ne peux pas m'en plaindre, je suis vraiment satisfait. Et je pense que les spectateurs qui n'ont pas vu le premier opus ne seront pas perdus avec ces références. Et bien sûr, l'horreur. Que serait un film d'horreur si l'horreur n'était pas de la partie? Et l'horreur est de la partie. Comme pour le premier film, l'horreur est investie, il y a des scènes qui m'ont vraiment fait flipper, et pas que sur le coup, hein. Moi si je vis ça en vrai, même juste par rapport à l'ambiance, je pense que je le vivrais très mal. Non, sur ce point, vraiment, je trouve que l'horreur est de très bonne qualité. Le dernier film d'horreur que j'ai vu, c'est quand même La Malédiction de la Dame Blanche. C'était nul. Alors que là, l'horreur, j'y crois quand je vois ça qui attaque ou qui se prépare juste, tu sais, qui te fait un regard, qui t'observe. Mais rien qu'avec ça, je commence déjà à avoir des picotements, de me dire, mais moi je vois ça, je reste pas là, moi. Je fuis. Bon, après, il y a certaines scènes marquantes par rapport à l'horreur dans ce long métrage, et ça ne joue pas qu'avec les jumpscares, mais sincèrement, l'horreur est très bien faite dans ce long métrage. Je ne le dirai jamais assez. On a aussi le jeu d'acteur. Bon, encore une fois, James McAvoy, Jessica Chastain, ce ne sont pas des surprises. Mais hormis ces deux-là, tous les acteurs adultes s'en sortent très bien. Hein. Les enfants, il y en a qui avaient un peu de mal dans le premier opus, c'est aussi le cas ici aussi. Mais les enfants, on les voit très peu comparé aux parties adultes. Et les adultes sont très bons dans leur rôle. Quel que soit le raté, quel que soit l'acteur qui incarne tel personnage, le meilleur personnage question acting, ça reste Gripsou. Mais vraiment, sur ce point,
c'est travaillé, c'est génial, le jeu d'acteur est investi et on sent qu'ils sont leurs personnages. Les effets spéciaux, je m'en serais bien plaint en mode c'est un peu mal fait par moment, mais c'est pas si grave en fait. Il est vrai qu'il y a des effets spéciaux qui étaient un peu bizarres, pas au point de dire que c'était mauvais, juste au point de se dire ah quand même on voit que c'est moins bien fait que d'autres qu'on a vus avant. Mais bizarrement, je ne peux pas trop m'en plaindre. En fait, les effets spéciaux qui se voient trop, qui sont un peu moches, ce ne sont pas des effets spéciaux désastreux, ce sont juste 3 ou 4 petites scènes, c'est pas grand chose, hein. Alors qu'à côté, les scènes d'horreur sont bien faites, même dans les effets spéciaux. Je repense, on l'a vu dans la bande-annonce, hein, donc j'ai le droit de le dire, je repense au moment où Beverly, elle est dans les toilettes de son enfance, que vous reconnaîtrez si vous avez vu le 1. Souvenez-vous juste de cette scène dans la bande-annonce du 2 où il y a le sang qui monte. Mais c'est juste trop bien fait cette scène, je suis désolé. Et même la scène avec la terre aussi qui est en train de s'engouffrer, ça aussi c'est génial. Mais bon, voilà, c'est juste quelques exemples. Je ne peux pas tout vous dire. Mais pour moi, dans la majorité, les effets spéciaux sont vraiment bien travaillés. D'ailleurs, en parlant d'effets spéciaux, il y a une des choses dans lesquelles je n'ai pas parlé, mais que je trouve vraiment très bien faites dans son métrage, ce sont les transitions. Alors les transitions, quand on passe enfant-adulte ou adulte-enfant. En fait, je m'attendais, vous savez, moi je m'attendais à un chant contre chant, à un fondu enchaîné, un fondu en noir même, un fondu au noir. Mais non, on a eu des transitions pour montrer les différences entre les parties enfants et les parties adultes. Mais elles sont trop bien faites. C'est genre dans la même scène, tu vas voir la Beverly enfant sortir du cadre, et la caméra qui s'éloigne et qui va montrer la Beverly adulte. Vraiment, je le redis, ces transitions enfant-adulte sont superbement faites. Ah, sur ce point, Andy Muschietti et le monteur, ou les monteurs, je ne sais pas s'ils sont plusieurs, ils peuvent être fiers de leur travail. Et enfin, les musiques. Je l'ai déjà dit avant, mais je le redis, les musiques sont vraiment bonnes. D'ailleurs, je le redis, ce que j'ai dit en défaut là par rapport à la musique avec Angel of the Morning, c'est juste et vraiment juste que la chanson ne collait pas à ce qui se passe. Hormis cela, les musiques sont vraiment très bonnes dans son métrage. Elles renforcent l'ambiance qui est superbement faite. Elles sont super bonnes, les musiques. D'ailleurs, ma préférée, c'est celle du trailer, la deuxième bande-annonce, vraiment. Je ne sais plus si on l'entend dans le film, j'avoue que j'ai un trou de mémoire. Mais vraiment, les musiques de ce long métrage sont superbes. Que ce soit dans les moments horrifiques ou dans les moments normaux. Vraiment, je suis désolé, moi je trouve les musiques très bonnes. Pas excellentes, mais très bonnes. Bon après, c'est pas non plus comme si on avait les meilleures musiques du monde. Mais franchement, question musique, c'est aussi travaillé. Voilà dans le positif. Je vous ai dit que ça serait long le positif, hein. Maintenant, on va parler de la partie spoil. J'ai envie de reparler de 2-3 trucs en particulier. Mais je pense qu'il y en aura 3 à peu près. Donc la première chose, c'est par rapport à Stanley. Pour ceux qui n'ont pas suivi le film, Stanley se suicide. En effet, quand Stanley a reçu la nouvelle comme quoi il fallait revenir à Derry pour honorer la promesse, Stanley a décidé de se suicider en s'ouvrant les veines dans sa baignoire. Je me serais bien plaint du fait qu'on le voit pas beaucoup, que finalement c'est pas un véritable ami parce qu'il honore pas sa promesse. Mais de l'autre côté, j'ai envie de dire, vu ce qu'ils ont vécu, ce qui a forcément dû le traumatiser, je pense que je n'aurais pas fait comme lui, mais que cette décision n'était pas impossible. Il est vrai qu'il y a des décisions que j'aurais pas acceptées, moi personnellement, je me serais dit oh là là, mais non, comment il a pu faire ça? Mais en vrai, mettez-vous à sa place, vivez la même chose qu'il a vécu dans le premier opus, tout comme Eddie d'ailleurs, hein, et essayez de le comprendre. Vous avez vécu le pire cauchemar possible. Vous avez beau avoir vaincu ça, vous apprenez que la créature qui vous a hanté pendant tout ce temps et qui connaît vos peurs va à nouveau s'en prendre à vous. C'est clair qu'il y a peut-être une option je préfère mourir. Et en soi, Stanley, je comprends le fait qu'il ne veuille pas affronter Gripsou, parce que vu ce qu'il lui a fait dans le passé, sachant que, je rappelle, il n'a pas beaucoup combattu Gripsou, lui, comparé aux autres, bah c'est un peu normal qu'il ait envie de se tuer pour moi. Il a préféré abandonner la vie, fuir Gripsou, plutôt que de l'affronter. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Eddie, lui, c'est l'inverse. Eddie, il est revenu et il avait peur de combattre Gripsou. Mais au final, il a combattu Gripsou, il a combattu ses peurs, et il a réussi. Là où Stanley, il s'en sentait incapable. Et c'est pour ça que je comprends le fait qu'il ait préféré se suicider. Je ne dis pas forcément que ce n'est pas un défaut, enfin si, pour moi ce n'est pas un défaut, mais c'est compréhensible. Certains préfèrent mourir plutôt que d'affronter telle chose. C'est de la lâcheté, certes, mais là, il faut quand même essayer de le comprendre. Après, c'est vrai que moi, je me serais pas suicidé, j'aurais affronté mes peurs, mais on ne peut pas tous le faire. Parfois, on a trop peur.
Ensuite, on a, et là vraiment, je vous le redis, je ne m'y attendais pas, Bowers est vivant. Oui, en fait, ça a sauvé Bowers et il l'a recraché des égouts. Et là, il est à l'asile psychiatrique à attendre son heure. Et ça va à nouveau le chercher au bout d'un moment pour qu'il tue le club des ratés pour lui. Alors, je sais que c'est dans la véritable histoire, hein, je me suis informé là-dessus, mais j'avoue que je ne m'attendais pas à ça en fait. Quand j'ai vu Bowers tomber dans le puits dans le premier opus, je me disais, il est mort, il va pas revenir, il peut pas être sauvé. Si, ça l'a sauvé. Et en fait, j'étais comme eux, j'étais en mode, mais waouh, waouh. Alors ils l'ont vraiment ramené, quoi. Il est vraiment de retour. Il n'est pas revenu d'entre les morts, hein. Il a juste été sauvé de la mort. Il doit accomplir ce que ça lui a dit de faire. Sachant que ça lui a permis d'affronter son père qui était la personne qu'il craignait le plus au monde. Bah déjà, Bowers, c'est une bonne idée parce que c'est un obstacle, mais aussi parce que quand tu vois ce qu'il a fait subir à la bande des ratés quand ils étaient plus jeunes, bah ouais. C'est aussi une preuve que les ratés vont devoir faire face à leur passé et aux conséquences de leur passé. Même si Bowers, c'est pas vraiment de leur faute, ça joue quand même un petit peu dans le fait qu'ils vont devoir affronter Bowers et leur passé, et je trouve encore une fois c'est une bonne idée. Alors là maintenant je vais parler de Richie. Alors Richie, j'ai appris quelque chose dans ce long métrage et j'avoue que je ne m'y attendais absolument pas. Apparemment, Richie est gay. Déjà ça explique pourquoi il fait son humour pourri à la base, parce qu'il ne se sentait pas bien dans sa peau, il avait quelque chose à cacher. J'ai envie de dire ça le rend vraiment plus attachant. Vraiment plus attachant et même émotionnellement plus touchant. Par rapport à Eddie, c'est vraiment touchant quand il pleure. Ah vraiment, cette scène, elle est triste. Moi, m'a rendu triste pour lui, j'étais vraiment très triste pour lui. Mais en vrai, Richie, j'aurais su qu'il était gay ou pas, je suis content qu'ils en aient fait un bon personnage là. Et en soi, savoir qu'il est gay, je ne sais pas si c'est le cas dans le livre encore une fois, hein, pourquoi pas. Ça justifie le fait qu'encore une fois il fasse ses blagues pourries, ça justifie le fait aussi qu'il ait du mal à s'ouvrir à certaines personnes. Enfin voilà, ça explique des choses. J'ai même envie de dire, je crois que Richie est devenu un personnage que j'aime beaucoup, mais le fait qu'il soit gay, personnellement, ça ne me dérange pas. Déjà, je suis pas homophobe, et vraiment, je trouve que c'est bien développé. Surtout là, il le développe, mais apparemment ça se développait déjà depuis le chapitre 1. Alors le chapitre 1, mais encore une fois, c'est une scène qui a lieu dans le 2, mais qu'on n'a pas vu dans le 1. En conclusion, pour moi, de savoir que Richie aime les hommes, pourquoi pas? Chacun est libre de son orientation sexuelle, chacun est libre de se poser des questions à certains moments de sa vie. C'est bien fait, c'est intéressant, et ça rend Richie plus touchant. C'est tout ce que j'ai à dire. Alors, cette fois, pour vaincre ça, Mike a pensé à un artefact. Oui, alors, moi je le dis tout de suite, hein, ça me rappelle le Mafuba dans Dragon Ball. Je me suis même dit, est-ce qu'ils vont aller chercher le tortue génial pour la maîtriser? Mais à part ça, moi j'aime bien l'idée. L'idée qu'il y a un esprit qu'il faut à tout prix enfermer dans le pot, ça marche en vrai. Hein. C'est vrai que ça fait un peu recopier sur Dragon Ball, c'est vrai. Bon, après, je sais pas si ça a été recopié sur autre chose. Mais c'est pas un problème. Pour moi, recopier, c'est vraiment quand c'est gênant, que ça n'a pas d'idée scénaristique. Or là, bah, c'est pas copié parce que c'est inspiré, mais ça marche pas comme le Mafuba. Et puis même sans ça, pourquoi pas? Je me souviens, il me semble que dans la version 90, ça craignait l'argent. Oui, vous savez, de l'argent, la matière, la vraie matière argent. Mais je trouve le coup de l'artefact pour l'enfermer, le gros pot, plus intéressant et plus logique. Parce que l'argent en morceaux, faut tirer avec la fronde. Ok, c'est sympa, c'est intéressant. Mais le coup de l'artefact pour essayer de l'enfermer et avoir l'espoir que ça se termine, je trouve ça plus intéressant. Même si ce n'est que mon avis personnellement encore une fois. Enfin, la dernière scène dont j'aimerais parler, je ne sais pas qui meurt dans le bouquin, hein, vraiment, et même dans le film de 90, j'ai oublié quels étaient les morts. Là, il y a deux morts dans le film. Stanley, j'ai déjà parlé de sa mort, mais là on va parler d'Eddie. Eddie meurt pendant la bataille contre ça. Franchement, ça me rend très triste pour lui. Eddie, surtout, je le redis, c'est le personnage qui avait le plus évolué dans le lot. Et je dirais pas qu'il avait une relation qui naissait avec Richie, mais c'était vraiment touchant ce qu'ils avaient. Et tu sentais qu'il y avait quelque chose entre eux, quoi. Et là, quand j'ai vu qu'il s'était fait tuer par ça, que ça avait réussi à l'avoir, pas le manger, hein, juste le tuer, j'étais choqué. Si vous voulez, bon, je suis désolé pour cet exemple pourri, mais c'est un peu comme dans Twilight 5. Quand j'avais vu Carlyle se faire décapiter, j'étais choqué dans le sens oh, je m'y attendais pas, oh là là, ça fait bizarre. Bah là, c'est pareil. Je m'attendais pas à ce qu'Eddie se fasse transpercer. J'étais en mode mais non, c'est pas possible. Si, Eddie se fait tuer. Mais il se fait tuer d'une manière vraiment très belle. Hein. Et la scène avant qu'il se fasse tuer, elle est magnifique. Ça va avec l'évolution de son courage, franchement, c'était beau. Et encore une fois, cette scène, elle est vraiment triste. Elle ne m'a pas donné envie de pleurer,
Mais je pense que ceux qui adorent le perso auront peut-être envie de pleurer. Voilà, donc c'était ma critique de ça. Donc si j'avais un bilan à dire sur ce film, ça serait allez voir cette suite. S'il vous plaît, allez voir cette suite. Si vous avez aimé le premier film ça, je vous invite vraiment à aller voir cette suite. Elle n'est pas meilleure que le premier, j'ai même envie de dire que le premier je le trouvais très bon. Là on a une suite sympathique et dans la lignée mais sans plus, on est un chouïa en dessous. Mais je le pense, allez voir ce film, il est vraiment super. Il est sympa ce film, il est travaillé. Il y a des problèmes, ok, mais il est travaillé. À part si vous êtes allergique aux clowns ou aux films d'horreur. Je vous invite à aller voir cette suite. Je vous invite à aller voir la conclusion de ça. Parce que pour les années 2010, je pense que ces deux films d'horreur vont quand même rester dans ma mémoire et dans mon cœur. Je rappelle que le premier m'a fait espérer que les films d'horreur soient à nouveau bien. La suite m'a offert une suite sympathique qui a réussi à me faire peur à certains instants. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, d'avoir écouté mon avis sur ça, chapitre 2. Je vous invite à liker, à partager et à vous abonner pour les prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt pour de futures vidéos. Ciao!